Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Comment implémenter ta nouvelle identité visuelle sur ton site internet? C'est une question qui peut paraître évidente, mais qui pourtant m'est souvent posée, parce qu'une fois que tu as fait créer ton identité, il s'agit de la faire vivre et de la décliner sur tous tes supports de communication. Donc ton site internet, si tu en as un, ne fait pas exception. Et je remarque d'ailleurs que si certaines personnes n'ont pas trop de mal à imaginer leur future brochure, leur présentation ou même leur feed Instagram, elles ont en revanche plus de mal à traduire visuellement leur ADN de marque sur une page web. C'était donc un sujet intéressant à aborder dans Ciel, mon graphiste. Je vais te partager quelques conseils pour intégrer efficacement ton identité et ta charte graphique sur ton site. Peut-être que si tu n'as pas encore créé ton identité, ça va te donner de quoi réfléchir pour créer des éléments optimisés ou adaptés en vue d'habiller ton futur site et le rendre plus original. Petite annonce avant de démarrer, Ciel, mon graphiste part en vacances. Ce sera donc le dernier épisode avant une reprise en douceur au mois d'août. D'ici là, je t'invite à écouter les épisodes du podcast que tu ne connaissais pas, ou peut-être même à réécouter ceux qui t'ont le plus intéressé. Je te ferai également une petite recommandation de podcast sur mon compte Instagram principal, freelance.chicaliblou. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis bien consciente que tout le monde n'a pas une charte graphique, notamment une charte graphique web réalisée par un graphiste. Tout le monde n'a pas forcément une identité visuelle complète avec tous les éléments graphiques prévus pour habiller un site ou un support. Donc le but de cet épisode, c'est d'essayer d'inclure toutes les situations et de te partager des solutions facilement applicables si tu crées ton site internet seul, via une plateforme, type WordPress, ou si tu fais appel à un prestataire. Parce que en fonction des prestations choisies, il te faudra parfois fournir les lignes directrices pour l'esthétique et le design de ton site, voire les éléments visuels que tu veux intégrer dessus. On va commencer par voir en quoi une page web ou un site diffère d'un support de communication plus traditionnel. On ne parcourt pas une page web comme on lirait une brochure papier. Il faut non seulement s'adapter à ce que le web permet de faire, mais aussi et surtout aux usages que les internautes en font. Donc j'ai listé quelques points qui me semblent importants à garder en tête. Le premier, c'est que, en matière de site internet, simplicité et efficacité vont souvent de pair. L'objectif principal, ça va être de venir faciliter le parcours d'un visiteur, donc d'éviter de le perdre avec une structure qui n'est pas claire ou trop complexe, ou un amas d'informations inutiles. Tes pages, elles doivent être lisibles et compréhensibles en un coup d'œil. Ça, c'est vrai pour n'importe quel support de communication, tu me diras, mais pour un site web, c'est encore plus important. Parce qu'on estime à 2-3 minutes en moyenne le temps passé par un internaute sur un site, ce qui est très très court. Et ça, c'est s'il n'est pas directement parti, parce que pour le convaincre de passer du temps dessus, donc de continuer à scroller quand il vient d'atterrir sur ton site, tu n'as en réalité que quelques secondes. Donc pour créer un site internet qui soit vraiment efficace, il faut que tu anticipes les utilisations qu'un internaute va faire sur ton site, sur tes pages. Qu'est-ce qu'il va chercher comme information? Ça va te permettre de créer un parcours fluide et agréable, quel que soit le chemin qu'il va emprunter ou qu'elle va emprunter sur ton site. Le deuxième point important, il vient compléter en fait cette idée d'anticiper l'usage, l'utilisation qui sera faite d'un site, notamment quel support l'internaute il utilise pour naviguer sur le web. Est-ce son ordinateur, sa tablette, son mobile? Dans tous les cas, ton site doit être impeccable. C'est ce qu'on appelle le responsive design. C'est le fait que tes pages s'adaptent à la taille de l'écran de l'utilisateur. Et aujourd'hui, la majorité des gens se connectant avec leur téléphone portable, on parle de mobile first, c'est-à-dire qu'on va prioriser l'apparence au format mobile. Et ça signifie parfois faire quelques conceptions, quelques ajustements esthétiques pour garantir la lisibilité sur un petit écran. Enfin, le dernier point qui me semble quand même important, c'est qu'on va pas forcément découvrir ton site via sa page d'accueil. En fonction de sa recherche, l'internaute il va arriver peut-être via une page produit, ou une page à propos, ou même un article de blog. Du coup, il faut pas miser uniquement sur une homepage du tonnerre, mais vraiment optimiser l'ensemble de ton site pour que ton identité soit présente partout, de façon cohérente et uniforme, et puis surtout qu'on comprenne rapidement sur quel genre de site on se trouve. Et ces particularités web, elles vont t'amener à faire des choix pour pouvoir intégrer et parfois adapter ton identité de façon pertinente sur ton site. C'est ce qu'on va voir maintenant.
On va commencer par faire le tri parmi tous les éléments de ton identité, donc lesquels tu vas garder pour ton site. D'abord, ton logo, parce qu'il va forcément apparaître sur tes pages. Oui, mais où ? En fait, on va le placer à des endroits stratégiques, comme l'en-tête de ton site, donc la barre tout en haut de ta page, où se trouve également ton menu, et le pied de page tout en bas. Comme ça, ils sont présents partout, sur toutes les pages, mais ils viennent pas gêner le contenu interne, qui est le plus important. Alors généralement, on va éviter d'avoir une en-tête trop large, donc trop en hauteur en fait, qui va venir grignoter de l'espace sur le contenu de la page. Donc on va plutôt utiliser une version allongée du logo, donc une version à l'horizontale par exemple. Comme ça, il va se placer mieux dans l'en-tête et tu n'auras pas besoin de trop le réduire en taille. Donc mets de côté la déclinaison adéquate de ton logo pour l'insérer dans ton en-tête. Si tu n'as pas de déclinaison adaptée qui fasse l'affaire, tu peux très bien juste laisser le nom de ton entreprise. En général, sur les thèmes ou les constructeurs de sites, tu as un endroit où tu peux juste venir mettre le titre de ton site et s'affichera en haut à gauche en général de tes pages. Le plus important, c'est qu'il soit lisible. Donc si c'est pas possible, autant ne pas le placer ici. Et pour le pied de page, donc tu peux mettre ton logo dans sa version principale s'il n'a pas pu être mis dans l'en-tête. Ici, la taille sera moins gênante parce qu'en fait, l'internaute, il arrive en bas de page. Donc on va pas manger de la place, manger de l'espace de l'écran au détriment du contenu, puisque là, on est vraiment tout en bas, entre guillemets, à la fin de la page. Tu peux aussi opter pour une déclinaison simplifiée de ton logo, donc sa déclinaison pictogramme, par exemple, elle peut très bien convenir. Comme ça fait un petit rappel de ton logo principal qui a été utilisé dans l'en-tête ou vice-versa. Et puis ton logo, il va aussi apparaître dans le favicon du site. Le favicon, c'est la petite vignette qui s'affiche à côté du nom d'une page quand elle est ouverte sur Internet. Donc à la base, ça servait à l'internaute pour identifier rapidement ton site dans sa barre de favoris, d'où la contraction des mots favorites et icônes. Mais quand on a plusieurs onglets ouverts sur son navigateur, petit coucou aux gens qui gardent des dizaines et des dizaines d'onglets en permanence, moi personnellement c'est le truc qui me donne des sueurs froides, ça te permet aussi visuellement de retrouver la page que tu souhaites. Pour le favicon, je te conseille un format carré ou rond parce que c'est comme ça qu'il s'affichera. Et concernant les tailles, on est sur quelque chose de très très petit, donc en général ça peut être du 16 par 16 pixels ou 32 ou 96, ça dépend un petit peu des navigateurs. Si tu n'as pas de favicon, tu peux trouver des générateurs gratuitement sur internet, parfois même les hébergeurs en proposent directement dans leur plateforme. Et à cause de sa taille minuscule, on va privilégier, là encore, une version pictogramme, donc très simplifiée, épurée du logo pour venir garantir sa lisibilité. La dernière chose importante concernant ton logo, c'est que si tu veux être sûr qu'il s'affiche en bonne qualité sur Internet, peu importe la taille de l'écran, je te conseille de l'importer au format SVG. Donc ça, c'est valable pour tous les autres éléments graphiques du site, notamment les icônes ou les illustrations vectorielles. Et si les mots SVG ou vectoriel ne te parlent pas du tout, je t'invite à écouter l'épisode numéro 10 du podcast où je détaille tous les fichiers et variantes d'un logo que tu dois recevoir à sa création et qui te permettront de pouvoir l'utiliser de façon optimale partout. Passons maintenant à la couleur. Dans ton identité, tu as sûrement une palette qui est complète, donc qui comprend des teintes principales et des teintes secondaires, avec notamment des couleurs d'accentuation, des couleurs plus calmes, plus neutres, etc. Pour ton site, on va aller piocher les couleurs les plus intéressantes, mais on va pas forcément toutes les utiliser. Il vaut mieux se limiter à 2, 3, 4 couleurs maximum pour créer une cohérence visuelle sur tes pages. Pourquoi ? Parce que sur un site internet, on cherche, encore une fois, à être clair, lisible. Et la couleur va jouer un rôle hyper important si elle est bien utilisée. Déjà en mettant en valeur les informations importantes pour les faire ressortir et puis attirer l'œil du visiteur, par exemple pour les liens hypertextes ou les titres de section ou des appels à action comme les boutons. Et puis la couleur apporte du dynamisme et du contraste au texte, mais elle peut aussi te permettre de distinguer les différentes sections d'une page. Par exemple en insérant des encarts de couleurs qui viennent en quelque sorte découper visuellement le contenu ou venir encadrer un élément pour pas qu'il ait l'air de flotter sur la page. Créer du contraste, ça va aussi permettre d'arrêter l'œil sur un élément, notamment quand on fait défiler, quand on scrolle sur une page de haut en bas rapidement pour scanner un petit peu son contenu. Mon conseil, c'est donc d'attribuer un rôle aux couleurs de ta palette que tu garderas pour le site. Donc tu peux reprendre les couleurs principales, donc celles qui sont en général sur ton logo, et les associer à quelques couleurs supplémentaires, par exemple une couleur d'accentuation que tu vas associer aux appels à action, une couleur plus neutre pour des encarts d'information ou un arrière-plan, etc., etc.
L'important, c'est vraiment d'utiliser la couleur comme un outil pour faciliter la lecture, pour structurer ton contenu sur une page. Il faut bien vérifier que les couleurs fonctionnent entre elles, qu'elles ont suffisamment de contraste, parce qu'en plus, le rendu visuel peut changer d'un écran à l'autre, en fonction de la qualité de l'écran ou de l'ajustement de sa luminosité. Puis il y a aussi des paramètres pour réduire la lumière bleue qui fatigue un peu les yeux, donc ça peut jaunir quelque peu les couleurs. D'ailleurs, il y a de plus en plus d'applications, d'appareils ou de navigateurs qui proposent une option Dark Mode, donc qui permet un affichage sombre. Sur certains constructeurs de sites, tu peux paramétrer un thème de couleur claire, donc comprendre pour un affichage par défaut, et un thème de couleur sombre qui sera adapté au Dark Mode. Mieux vaut les paramétrer si tu veux contrôler l'apparence de ton site jusqu'au bout. Si tu te rends compte que les couleurs de ta palette fonctionnent moins bien sur écran, et oui, ça arrive. Si elles sont trop flashy, par exemple, et qu'elles ressortent pas du tout bien sur le fond blanc, libre à toi de les adapter. Il vaut mieux faire quelques changements si ça permet à ton site d'être plus lisible. Et pour t'aider à créer un nuancier, tu peux toujours écouter les épisodes 12 et 13 du podcast. Tu trouveras des inspirations pour utiliser la couleur dans ton image de marque, et puis des conseils pratiques pour définir ta palette. Qu'en est-il des polices d'écriture, les typographies ? Mais il y a quelques années, la majorité des sites avaient les mêmes polices. Je ne sais pas si tu te souviens, ils se ressemblaient un petit peu tous, parce qu'en fait, il existait des polices dites web safe, mais leur nombre était très limité. Si elles étaient autant utilisées, c'est qu'on avait la certitude qu'elles s'affichent correctement sur tous les supports, parce qu'en fait, elles étaient déjà préinstallées sur tous les périphériques et tous les systèmes d'exploitation. Alors aujourd'hui, les choses ont un peu évolué, on peut tout à fait personnaliser les polices d'écriture sur un site web, mais ça veut pas dire qu'elles sont toutes adaptées pour cet usage. Il faut savoir que si tu importes une police d'écriture personnalisée sur ton site, donc par exemple si tu as acheté une licence pour une police premium, tu ne peux pas être sûr qu'elle s'affichera sur tous les écrans de tes internautes. Il faut que son navigateur charge les éléments de la police et parfois c'est pas possible, que ce soit à cause de paramètres de sécurité qu'il aurait installés ou d'une connexion assez faible, peu importe. Donc la meilleure solution pour éviter ce problème, c'est d'utiliser des polices WebFont. À la différence des polices WebSafe, elles sont hébergées directement donc sur ton serveur local ou sur la plateforme qui les fournit. Les plus connues, elles viennent de Google Fonts. Donc sur ce site, tu vas trouver des centaines et des centaines de polices téléchargeables en open source, donc gratuitement, et adaptées pour un usage web. Le panel, il est vraiment très large, tu as des styles très différents, et surtout, les polices, elles sont toutes de qualité. Bien sûr, tu peux utiliser ces polices pour ton identité visuelle parce qu'elles sont pas limitées à un usage digital. Si tu souhaites créer ta première identité visuelle et que tu n'as pas spécialement de budget à allouer à l'achat de police, les Google Fonts sont vraiment une très bonne alternative. Dans le cas où tu as déjà une identité avec une police qui ne convient pas spécialement à un usage web, tu peux chercher une webfont qui s'approche du style de la tienne. Moi, c'est ce que j'ai fait pour la refonte de mon identité visuelle récemment, parce que ma police d'écriture pour les titres, c'est Margin, et j'ai essayé de l'importer sur mon site WordPress, mais en fait, après réflexion, j'ai préféré choisir une Google Font, donc la Rosa One, qui a un style un petit peu similaire, mais quand même un petit peu plus épuré, ce qui est pas plus mal pour le web. Mais je préférais vraiment pas prendre de risques et pas prendre la tête en essayant de mettre une police personnalisée qui s'affiche peut-être pas partout. Tu peux aussi paramétrer une police de substitution, donc en cas de secours, si pour une quelconque raison ta police ne peut pas être chargée par un navigateur. Et ce conseil, il vaut aussi pour la création d'identité visuelle en général. Il faut avoir sous le coude une police de secours, donc les polices qui sont installées partout, comme Arial ou Tahoma. Comme ça, tu peux contrôler l'apparence de tes contenus dans toutes les situations. Concernant le nombre de polices dont tu vas avoir besoin pour ton site, je te conseille de te limiter à 2 polices, une pour les titres par exemple et une pour les paragraphes. Ça suffit amplement, sans compter que tu pourras jouer avec leur fonte et leur taille pour varier l'apparence du texte. Tu peux par exemple décider de mettre le texte des boutons en gras majuscules pour le rendre plus visible. Le tout, c'est de garder une cohérence dans l'apparence de tes contenus. Donc pour ça, tu peux créer une petite charte web où tu décideras de l'apparence de tes titres, de tes paragraphes standards, des paragraphes d'accentuation, de la forme des boutons, etc., etc. Et il faudra mieux évidemment t'y tenir pour que le tout soit hiérarchisé et donc facilement reconnaissable. Si tu choisis de mettre tes paragraphes standards en taille 15, conserve cette taille sur tout ton site. Pour les titres, pareil. Et ça va permettre de structurer visuellement tes contenus parce qu'on va différencier aisément les H1 des H2, H3. L'autre chose importante pour tes textes, c'est l'interlignage, c'est-à-dire l'espacement entre les lignes et les paragraphes. Sur un site web, on n'hésitera pas à mettre un interlignage plus important que ce qu'on ferait sur un support papier.
Des espacements suffisamment aérés vont vraiment aider la lecture, donc on surveille ces interlignages, mais aussi les espaces entre deux paragraphes et leurs marges latérales. Comme ça, tu peux découper le texte en petites portions qui sont moins larges et donc plus faciles à distinguer et à lire. Dernier point qui me semble évident, mais ça fait pas de mal de le dire, sur le web, les polices sans sérif, donc sans empattement, sont beaucoup plus agréables à lire. Tu peux utiliser des polices sérif si tu en as dans ton identité, mais c'est peut-être mieux de les limiter aux titres ou aux petites bulles d'informations qui sont très courtes. Il y a certaines plateformes qui t'aident à trouver des combinaisons ou des inspirations de typo spécialement pour le web. Donc il y a Webfont Inspiration ou Type Inspiration. Tu peux aussi, évidemment, aller visiter des sites que tu aimes bien, que tu trouves agréables, et savoir quelle police ils utilisent. Pour ça, il y a des extensions sur Google Chrome notamment. Si tu n'as pas encore défini de typographie pour ton identité visuelle, ou si tu dois les adapter pour ton site, tu trouveras, encore une fois, un épisode sur les typographies pour te guider dans ta sélection. On arrive à la dernière partie, l'habillage de ton site. Tout passe par le visuel aujourd'hui, donc il faut rendre ton site plus graphique, plus vivant aussi, grâce à des éléments illustrants, que ce soit des icônes, des illustrations, des motifs ou des photos. Si tu as fait créer ton identité par un graphiste, tu as peut-être déjà des éléments prévus à cet effet, donc en gros, il va te suffire de les intégrer de façon pertinente sur tes pages, à la bonne taille, et dans un poids adapté pour le bon chargement de tes pages. Sinon, un petit travail de recherche t'attend. On commence par les icônes. Elles vont vraiment rendre ton site plus visuel, mais elles facilitent également l'assimilation du texte parce qu'on va associer visuellement l'icône à un mot. Par exemple, dans la section où tu présentes tes services, tu peux choisir des icônes adaptées pour les catégoriser rapidement. Tu peux aussi ajouter des icônes pour indiquer sur quels réseaux sociaux on peut te trouver et les transformer en boutons avec des liens correspondants. Et d'ailleurs, une icône associée à un bouton peut aussi apporter un complément d'information qui va inciter le visiteur à cliquer dessus. Si tu crées un bouton « Me contacter » et que tu l'associes à une icône mail, je sais que ça va me rediriger vers un formulaire de contact ou une adresse de messagerie et pas un numéro de téléphone. Donc à toi de juger si c'est nécessaire et puis surtout veille à être clair dans le texte que tu choisis pour tes appels à action. Comment faire si t'as pas d'icône personnalisée dans ton identité ? Sache déjà que les constructeurs de sites proposent une banque d'images intégrée que tu peux utiliser et éditer avec tes couleurs. Mais si tu trouves pas ton bonheur, tu peux importer les tiens. Pour ça, tu peux faire une sélection sur une plateforme d'icônes. L'important, ça va être surtout de garder une cohérence sur tout le site et avec ton identité visuelle aussi. Donc quand tu choisis des icônes sur une plateforme, assure-toi qu'elles ont un style qui corresponde à ton univers et qu'elles soient similaires entre elles. C'est pour ça qu'on trouve carrément des packs d'icônes à télécharger, généralement par thème comme immobilier, bien-être, réseaux sociaux. Je vais évidemment pas faire de liste parce que tu vas trouver plein de choses très différentes, mais ces packs ne sont pas toujours un accès gratuit. Sur ces sites, tu peux aussi éditer la couleur de tes icônes avant de les télécharger, voire même changer leur style. Par exemple, tu auras le choix entre des icônes dessinées au trait ou remplies en couleur, mais aussi leur forme, carrée ou arrondie. Si tu sais pas où trouver des icônes, pas de panique, je te fournis des liens dans la section ressources de mon site, donc sur chickaddyblue.com. Dans cette section, tu as une liste d'outils qui sont majoritairement gratuits et très accessibles. Mon dernier conseil concernant les icônes, c'est évidemment de les utiliser de façon stratégique, parce qu'une icône, elle sera d'autant plus efficace si elle apporte quelque chose à la compréhension du contenu. Donc ça sert à rien d'en placer à tout bout de champ sur tes pages, vaut mieux les choisir de façon à ce qu'elles représentent clairement les propos. On passe aux éléments illustrants, donc tout ce qui va être photo ou illustration. Là encore, si t'en as pas de créer personnellement pour ta marque, tu peux te faire une sélection en allant sur des banques d'images. Il faut qu'elles soient libres de droit, bien sûr, en bonne qualité, parce qu'une photo floue ou pixelisée, ça fera clairement pas bon effet. Il faut aussi veiller à leur taille et leur format, pour qu'elles n'alourdissent pas le chargement de ta page, donc tu peux les redimensionner avant de les importer sur ton site, ou le faire grâce à des extensions prévues pour ça. Pour le format, on va privilégier le JPEG ou le PNG, si tu veux avoir une transparence de l'arrière-plan. Et comme pour le logo ou les icônes, essaye d'obtenir un format SVG pour les illustrations, comme ça il n'y aura pas besoin de les redimensionner et elles s'afficheront parfaitement quelle que soit la taille de l'écran. La question reste de savoir comment et où les intégrer sur ton site. Commence par définir les éléments illustrants qui apportent une information ou de la valeur à l'internaute. Sur une page à propos, une belle photo de toi ou ton équipe sera appréciée parce que ça met en confiance un potentiel client en mettant un visage sur un nom.
Si tu as un site marchand, des photos de tes produits seront évidemment recherchées par le visiteur parce qu'il veut voir ce qu'il achète, donc ça va le rassurer. Ensuite, tu peux agrémenter ton site avec d'autres éléments plutôt décoratifs, on va dire. Donc essaye encore une fois de garder un style visuel cohérent, par exemple en choisissant des photos ou des illustrations qui sont assez similaires dans les nuances de couleurs, de style graphique ou d'ambiance. Si tu choisis des éléments un peu rétro, garde cet esprit-là partout sur le site. Si tu veux créer un univers doux et épuré, sélectionne plutôt des images aux couleurs pastel peut-être ou dans les tons calmes, des formes plutôt arrondies. Et puis pour les intégrer, vraiment, tu peux laisser parler ton imagination. Je te parlais dans l'épisode précédent de choisir une illustration plutôt décalée ou rigolote sur ta page d'erreur 404, mais pourquoi pas aussi pour ta page contact ou même la FAQ. En fait, si tu gardes un fil rouge entre tous les éléments illustrés du site, ça va venir renforcer l'ambiance que tu cherches à créer et puis ça va accompagner les visiteurs au fil des pages. Donc, tu peux les intégrer de différentes façons, tout simplement en les plaçant à côté du texte, mais aussi en arrière-plan ou en jouant avec la transparence. Mais si tu ajoutes du texte par-dessus une image, fais juste attention à ce que ça reste lisible. Déjà, ajuste bien la transparence, mais peut-être ajoute un encart de couleur sous le texte, et puis choisis des photos ou une illustration plutôt épurée pour pas avoir un rendu trop chargé. Il faut aussi faire attention à leur taille d'affichage, parce qu'une image trop petite avec trop de détails, elle n'est pas forcément pertinente sur un petit écran. Trop grande, elle peut manger l'espace de l'affichage de l'écran au détriment du contenu, ce qui est peut-être plus important. Enfin, petite chose à garder en tête, si tu utilises des visuels qui ne sont pas à toi, n'oublie pas de mentionner leur provenance en créditant l'auteur en légende ou dans les mentions légales de ton site. De manière globale, et pour conclure cet épisode, il y a de nombreuses façons d'habiller un site internet, mais le tout, c'est surtout d'avoir une intention claire pour le faire. Donc de venir créer une ambiance, un mood sur le site qui reflète bien ton activité ou ton positionnement, qui permettent à un utilisateur d'en savoir plus sur ton activité, tes valeurs ou même ton approche du métier. Mais un site internet soigné, c'est hyper important pour rassurer un client, qu'il soit vitrine ou e-commerce. Plus tu auras imaginé le parcours d'un visiteur sur ton site, plus il sera efficace. Donc attention au design, optimise tes contenus texte, assure-toi que les liens et les boutons que tu as insérés fonctionnent bien et ne soient pas cassés. Ça va vraiment apporter du crédit à ton activité, alors que dans le cas contraire, il est facile de donner une mauvaise impression. Je t'invite aussi à faire tes propres recherches sur internet en allant voir des sites ou des plateformes diverses pour voir comment ils ont optimisé leur web design, déterminer ce qui te plaît ou ce qui te plaît moins, quels éléments te gênent sur une navigation de page ou au contraire te semblent utiles en tant qu'utilisateur. Ça te donnera de l'inspiration pour venir construire le tien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Sur ce, Ciel mon graphiste part en vacances et revient avec de nouveaux épisodes en août. À bientôt et bonnes vacances à toi aussi si tu prends des congés. Retrouve un nouvel épisode de Ciel mon graphiste, un jeudi sur 2 sur ta plateforme d'écoute préférée et sur YouTube. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci, à bientôt.